panafricanisme, quand on parle de nationalisme africain, mais c'est totalement, diamétralement opposé à cette idéologie d'Henri Konan Bédié, qui est l'ivoirité, avec laquelle il est venu. Donc, je veux dire aujourd'hui que ce monsieur-là ne doit pas être fier d'être à la tête d'un parti avec son idéologie tribale et avoir le mot RDA accolé à son parti. Il ne devrait pas être fier, n'est-ce pas, d'être à la tête d'un parti de ce genre-là. Donc, les actes qu'il pose aujourd'hui, en indexant les Burkinabés, en indexant les Maliens, vont à l'encontre de l'esprit du Rassemblement démocratique africain. Donc, il ne mérite même pas d'être à la tête de ce parti. Donc, voilà quelqu'un qui pense que... Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît, grand frère. Pardon? Grand frère, tu as dit un mot là. Il ne mérite pas d'être à la tête de ce parti. Mais est-ce que c'est pas... Je pense que les militants du PDC sont les mieux placés pour savoir qui mérite d'être à la tête de leur parti. Ou bien, c'est pas à nous de décider, non? Non, je sais. Moi, c'est un avis que je donne, c'est une analyse que je fais. D'accord. Quand je vois son comportement, les militants du PDCI d'aujourd'hui ne sont pas les militants du PDCI d'hier. Donc aujourd'hui, le parti a changé d'idéologie par l'impulsion d'Henri Konan Bédié. Donc du coup, tous ceux qui le suivent aujourd'hui opposent la nouvelle idéologie qu'il est en train d'inculquer au parti. Donc il va de soi que ces militants ne soient pas d'accord avec moi. Mais moi, je dis, si on veut rester dans l'esprit du RDA, dans l'esprit du PDCI RDA, le comportement d'Henri Konan Bédié, depuis son accession au pouvoir et aujourd'hui en tant qu'opposant, ne colle pas avec l'esprit du PDCI à la base, à l'origine. Ça ne colle pas avec. Voilà pourquoi je dis qu'il ne mérite pas. Sinon, je ne peux pas l'enlever à la tête de ce parti. Effectivement. C'est un avis que je donne. D'accord. Voilà, c'est un avis que je donne. Parce que les Maliens qu'il fustige à travers ses discours, mais c'est bien au Mali que le RDA est né, que les militants du PDCI, qui ne sont pas contemporains de cette époque, le sachent. Donc j'aurais préféré que son parti s'appelle seulement PDCI, c'est tout. On ne peut pas hériter d'un parti qui a un esprit panafricain pour venir, n'est-ce pas, se cramponner sur l'ivoirité et penser que c'est ce qui peut le faire, c'est ce qui peut faire avancer les choses. Je continue pour dire que, mais qu'est-ce qui a fait tomber Henri Konan Bédié? C'est bien l'ivoirité. L'ivoirité a fait tomber Henri Konan Bédié. Aujourd'hui, Henri Konan Bédié pense que l'ivoirité peut le faire revenir au pouvoir. Non. Libre à lui de rêver. Comme le dit le grand frère Bamori, il n'y a pas d'impôt quand on rêve, il n'y a pas de taxe quand on rêve. Mais Babo a fait aussi l'expérience de l'ivoirité. Il a vu ce que ça lui a donné. Alors j'ai l'impression que ces gens n'ont pas tiré la leçon de leur comportement quand ils étaient des gouvernants. Et ils veulent encore revenir avec ce cheval de bataille, qui est un cheval perdant, qui a déjà perdu 2 fois. Je ne pense pas que ça pourra marcher face au rassemblement que le RHDP est en train de leur opposer. Et donc, ce rassemblement du RHDP les dérange au point où ils pensent pouvoir diviser encore les Ivoiriens avec des thèses tribales, des thèses xénophobes. Ils pensent pouvoir casser, n'est-ce pas, ce lien qu'il y a entre les militants du RHDP, n'est-ce pas, en dissociant le RDA des autres partis, en qualifiant le RDA de parti d'étrangers et en n'attaquant pas l'UDPCI, en n'attaquant pas le PIT, ils attaquent seulement le RDA qu'ils assimilent à un parti d'étrangers, croyant que ça va créer la fissure au sein du RHDP. Mais plus Henri Konan Bédié s'attaque au RHDP, plus les liens se resserrent au sein du RHDP. Donc il est en train de se fatiguer. Seulement ce qu'il faut craindre, c'est que les gens ne se laissent pas manipuler jusqu'en 2020 pour que encore les élections débouchent sur une crise post-électorale comme ce qu'on a connu. Et c'est la contestation que Henri Konan Bédié est en train de préparer dans l'esprit de ses militants, en faisant croire que les militants des autres sont des étrangers. Et donc demain, si ce parti-là gagne, alors ça voudra dire qu'on allait prendre des étrangers pour les faire voter. Donc voilà un peu ce qu'il est en train de préparer pour 2020. D'accord. Voilà, donc sur Henri Konan Bédié, c'est ce que je pouvais dire. Maintenant, Soro, lui, il joue sa carte à côté, mais Soro Guillaume, nous tous nous le savons, je n'apprends rien à personne. Cet homme traîne des casseroles. Il a des casseroles au Burkina, il a des casseroles en Côte d'Ivoire, il a des casseroles un peu partout. Et c'est forcément que ce monsieur répondra de ses actes devant la justice, avant bien sûr d'être candidat.
libre à lui d'aller déposer ce dossier de candidature, mais ce sera la Cour constitutionnelle de décider si oui ou non ce monsieur est apte à être candidat à la présidence de la République. Parce que je suis sûr que jusqu'en 2020, Soro aura quand même à répondre de ses actes devant la justice. Je ne dis pas qu'il sera arrêté, mais il aura à répondre de ses actes devant la justice. Et donc ça sera déjà un handicap pour lui. Et comme c'est quelqu'un qui veut tout mélanger parce que lui, il a tout perdu, donc il est dans son rôle de semer la confusion, d'essayer d'accuser le pouvoir de tout, mais il est très prudent, il passe, n'est-ce pas, par des commentaires tendant à créer la confusion dans l'esprit des gens pour faire accuser les anciens alliés, sans toutefois avoir le courage d'être affirmatif dans ces accusations. Donc c'est un homme qui est dans un rôle de manipulation des esprits, mais nous tous nous savons exactement où est-ce que ça va se terminer. Donc, c'est ce que je voulais dire un peu après ton speech sur la situation. Et je continue de suivre le direct. Je pourrais revenir. Merci, voilà. docteur. Merci, docteur. Ok, merci, le docteur Koulibaly. Ok, d'accord. Nous avons ouvert, voilà, la vague des intervenants. Comme nous l'avons dit, vous envoyez un message et moi je vous rappelle. C'est mieux comme ça. Vous envoyez un message, moi je vous rappelle pour éviter le désordre d'hier. Voilà, et certaines personnes ont été frustrées parce qu'ils n'ont pas intervenu à temps alors qu'ils ont appelé avant d'autres, tout et tout. Et pour éviter ça, vous m'envoyez le message et c'est moi qui vous rappelle. Comme ça, c'est tranquille. Alors, je vais poursuivre mon développement en attendant qu'un autre intervenant se signale. Je vais poursuivre mon développement. Voilà, quand vous voulez intervenir, vous m'envoyez un message sur mes 2 numéros WhatsApp qui sont affichés en haut. Et moi, je reçois le message. Une fois que je reçois le message, je vous rappelle. Prenez la peine de me situer. C'est temps, je m'appelle temps. Voilà, je suis dans tel temps. Et puis bon, franchement, voilà. Si vous souhaitez aussi garder l'anonymat, vous êtes libre. À vous de garder l'anonymat. Je voulais poursuivre avant qu'un auditeur se signale pour vous dire que, vous voyez, souvent, dans la vie, c'est nous-mêmes qui nous créons souvent certains problèmes. C'est nous-mêmes souvent, comme on le dit, c'est nous-mêmes on se met dans certaines situations. C'est nous-mêmes on se met dans certaines situations. J'ai pris le temps de vous développer un peu, de développer un peu l'analyse autour du doyen Henri Konan-Bédié. Voilà, mon doyen d'âge, il a plus de 50 ans que moi. Voilà, il a plus de 50 ans que moi, mais malheureusement, on n'a pas la même réflexion. Je pense que par rapport à mes réflexions, par rapport à ma vision, que j'ai pour la Côte d'Ivoire, j'ai plus de 50 ans de vision que lui. C'est ça qui est important. Voilà, j'ai une longueur d'avance, il y a 50 ans de plus de vision, en matière de vision, en matière de stratégie, en matière d'organisation, en matière de vision pour la Côte d'Ivoire. Il y a 50 ans d'avance sur Henri Konan-Bédié, actuellement où je vous parle. Voilà, c'est de ça que je parle et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Revenons si... Ok. Oui, alors vas-y. Bonsoir à vous tous, c'est Chevelka. Ok, il faut parler un peu fort là. Le micro là, il décolle un peu souvent. Un pack et tout, voilà. Comment tu vas, Chanel? Je vais très bien. Donc, je vais dire en même temps directement. Ouais, vous dire ça en même temps. Moi, je voulais m'adresser au gouvernement. Je voulais m'adresser au gouvernement, au président Alassane Ouattara et toute l'équipe du gouvernement en place. C'est bien beau de dire qu'il ne faut pas qu'on s'occupe de Soro, mais Soro, il a abandonné son poste de député de Fékissou. Du coup, c'est un élu. Et il traîne en Europe depuis plusieurs mois où il fait de la propagande, il incite les gens à la haine, où lui, il sait que la Côte d'Ivoire va brûler. Je me demande comment ça se fait que quand même la Côte d'Ivoire ne lance pas un mandat pour qu'on puisse le rapatrier rapidement en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un. De deux, il ne faut pas oublier que le discours que Soro a fait quand il a attaqué les musulmans, où il s'est dit proclamer lui-même chrétien, alors qu'il est loin d'être chrétien parce que la religion chrétienne et musulmane, c'est pareil, on ne tue. Dieu seul sait combien de personnes Soro a tué. Le message qu'il a lancé, c'était quand même très profond. Soro, il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui sait bien jouer son rôle. Il a été à l'école de M. Laurent Gbagbo, et je dirais même peut-être à l'école aussi de Bédié, c'est un roubladi, c'est un boulanger. Quand il se dit chrétien et que chez les chrétiens, il n'y a pas, il demande à la salle, est-ce que vous avez déjà vu chez les chrétiens où il y a des djihadistes? Les djihadistes, c'est de l'autre côté. C'est quelqu'un qui est en train de préparer
en Côte d'Ivoire pour mettre encore le feu en Côte d'Ivoire entre ce problème de religion. Il est en train de faire comprendre aux Occidentaux, comme quoi dit, le pouvoir en place en Côte d'Ivoire, qui est la Côte d'Ivoire, un pays laïque, aujourd'hui le président Alassane Ouattara a rendu ce pays-là musulman, ce n'est plus un pays laïque. C'est ce message que Soro est en train de faire passer. C'est ce message que Soro est en train de faire passer et c'est très grave. Donc je ne comprends pas, c'est vrai qu'on nous dit toujours non, mais il est temps que Soro soit arrêté. Parce qu'on ne va pas attendre qu'on a les élections, il y a les fêtes qui arrivent. Nous, on s'inquiète nos parents. Les fêtes de Noël, même en Europe, ici, les attentats, ça se fait par exemple les périodes de fêtes. Aujourd'hui, moi, j'ai pris le métro, il n'y avait pas de métro. Il y avait la police partout, il y avait les militaires partout, parce qu'il y avait soi-disant de faux attentats. Et puis l'anniversaire, comme ça se faisait l'anniversaire de Gilets jaunes. Donc j'étais en panne de chauffage chez moi, j'ai dû marcher des kilomètres pour aller chez Darty, pour aller acheter des trucs. Donc c'est pour vous dire que c'est en période de fête que ce genre de choses. Soro, il a été impliqué dans le Burkina Faso, c'est quelqu'un qui connaît son boulot d'assassin. Donc il ne faut pas que demain, les gens vont se précipiter pour aller dans les grands magasins, puisqu'on sait que le président Alassane Ouattara a rendu presque la Côte d'Ivoire à demi-Dubaï, plus qu'au Feu-Boigny. Donc il ne faut pas que les gens vont y laisser les vies, parce que Soro est dont il a payé les familles, ce n'est pas forcément des Ivoiriens, forcément, ça peut être des frères africains, mais de la peau blanche, donc vous comprenez ce que je veux dire. Et puis lui, il reste à l'étranger, et puis le sale boulot va se faire. Donc Soro n'est pas à son premier coup. Moi, que Soro doit être arrêté maintenant. Parce que déjà, c'est du jamais vu dans le monde entier. Et c'est pour ça que les Européens vont tous se moquer de nous. Comme un député, lui qui traite le gouvernement de dictature, donc, et qui a été élu là, à l'Assemblée nationale, là, il a accepté que ce soit ce pouvoir dictatorial qui le nomme aussi avec ses élus, avec ses partisans, pour qu'il soit député. C'est la question qu'on se pose. Non, Chanelka, tu peux me permettre de faire une remarque? Oui, bien sûr. Tu sais, ce que je voulais souligner dans ton intervention, je ne sais pas que je t'arrête, tu sais que toi et moi, il y a ça entre nous. Ce que je veux dire, quand tu dis, tu préfères que c'est-à-dire que tu attires l'attention des gouvernants pour qu'on puisse arrêter Soro dès maintenant. Ça, c'était une autre partie même de mon développement tout à l'heure. Je vais te dire que tout ce que Soro fait aujourd'hui, là, maman, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il ses voyages, tous ses interviews, tout ce qu'il fait, ces pics qu'il envoie, l'objectif de Soro, tu sais c'est quoi? Hein? C'est pourquoi on l'arrête. Non, je t'écoute, oui. C'est pourquoi on l'arrête. C'est ça, en fait, c'est ça aussi. Je vous ai dit que les gens, l'objectif, quand vous dites non, je vois plusieurs personnes se lever, qui levaient des voix pour penser que c'est une incompétence, pour penser que non, c'est une complicité. Bon, c'est non. C'est en fait ne pas tomber dans le jeu de Soro. Non, mais ce n'est pas une compétence. Vous savez très bien qu'à distance, on peut. Soro, la preuve en est, étant en Côte d'Ivoire, il a réussi à déstabiliser un petit peu la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso. Donc vous préférez d'abord d'attendre qu'il y ait des centaines de morts ivoiriens pour que prouver que c'est Soro et puis on va l'arrêter. Je dis non. Même la France fait et que Marine Le Pen critique. C'est maintenant qu'il faut arrêter les gens. Le mec, il est là, il parle de christianisme et qu'il n'y a pas de djihadisme chez les chrétiens, c'est chez les autres en face qu'il y a des trucs. C'est quel message il veut lancer? C'est quel message il veut lancer? Soro a assez de moyens pour payer des gens pour faire du sale boulot. Donc il va rester à l'étranger. Moi je vous dis que Soro n'a pas l'intention de rentrer. Donc au final, franchement, ce que vous êtes en train de me dire, ce que tu es en train de me dire, je te vous vois par rapport à l'émission, mais c'est gouvernement. Ce que vous êtes en train de me dire, si à la fin, au final, c'est pour arrêter Soro à la... Désolé, je me révoltais contre le gouvernement. Je me révoltais contre le gouvernement. Parce que Soro, on peut l'arrêter parce que, il doit être à son poste. Soro, est-ce que vous pensez que le Soro a l'intention de rentrer? Soro n'a pas l'intention de rentrer. Il n'a pas l'intention de rentrer. On voit
même. Ouvrez les yeux. Moi, je suis désolé. Si les Ivoiriens ne s'inquiètent pas, moi, je m'inquiète de ma famille. Les gens vont faire leur commerce. Il ne faut pas des bombes vont sauter à gauche, à droite. Parce que ça, il ne faut pas l'ignorer. Il ne faut pas l'ignorer. Il ne faut pas l'ignorer. Et ça, c'est quelque chose Ok, Chanel. Moi, Chanel, je peux te rassurer. Je peux te dire quelque chose. Je peux apporter quand même quelque chose. D'abord, je veux d'abord te tranquilliser. C'est important. Parce que ce que tu soulèves, ce que tu dis, c'est une très bonne réflexion. Moi, mais j'avais pensé comme ça au départ, n'est-ce pas? C'est une très belle réflexion, c'est une très belle inquiétude pour quelqu'un qui aime son pays, qui a l'amour réellement de son pays dans son cœur. Ce que tu dis est tellement juste. Mais ce que je voulais dire aux yeux du monde, aux yeux de tous les Ivoiriens, c'était de vous rappeler, c'était de vous tranquilliser. D'abord, je vais rappeler que depuis que, quand un président de la République, on est élu président de la République d'un pays, du moins on n'est plus président, on n'est plus candidat d'un parti politique, on devient président de la République d'un pays. L'objectif premier d'un président de la République, c'est de sécuriser le territoire tout entier. Vous voyez un peu ça, pour sécuriser tout le territoire. C'est pour là que moi je n'excuse pas Gbagbo. Quand il dit non, je n'ai pas travaillé parce qu'il y a eu une rébellion. Quand il y a eu une rébellion, comment tu as fait? Tu es président de la République, tu as tout le pouvoir dans ta main, tu as l'armée, tu as tout, et tu n'arrives pas à préserver le pouvoir, et une rébellion s'installe. Ça veut dire, même si tu vas dire que tu n'es pas coupable, tu es responsable. Donc il y a la culpabilité et il y a la responsabilité. Donc il n'a pas été responsable, il a été plaisanté, il n'a pas pu assumer, et la rébellion s'installe en Côte d'Ivoire. Depuis qu'Alassane Ouattara est au pouvoir en Côte d'Ivoire, vous pensez que Soro n'a pas tenté de coup d'État? Comment, Chanel? Vous pensez que depuis que Soro tourne, il n'a pas tenté de coup d'État? Vous pensez que Bédier, avec sa clique et ses trucs-là, ils n'ont pas tenté de coup d'État? Il y a une centaine de coups d'État qui a été tenté pendant tout le régime, pendant tout le règne aujourd'hui. Et voilà le pouvoir du président Alassane Ouattara pendant tous ces 8 ans. Ça, il faut que les Ivoiriens le sachent. Ça, il faut que le monde entier le sache. Soit au courant de ça. Mais chaque fois qu'ils ont tenté, chaque fois ça a échoué. Chaque fois qu'ils ont tenté, chaque fois ça a échoué. Donc, ce que moi je voulais dire, maman, ce que tu dis est tellement réel, on le voit, c'est visible, c'est clair, c'est de dire d'être tranquille. La stratégie là, quand tu mets quelqu'un qui ne sait pas nager, entre nous, hein, quand tu prends quelqu'un qui ne sait pas nager, que tu le mets au milieu d'une piscine, dans les premières heures, qu'est-ce qui va se passer, maman? Non, il ne coule pas d'abord dans les premières heures. Dans les premières heures, tu vas entendre du bruit, non? Hein? Tu entends du bruit de l'eau. Il va essayer de se défendre. Il se défend, il se débat dans l'eau, parce qu'il ne sait pas nager. Il est au milieu de l'eau. Il tape, tout le monde entend le bruit de l'eau. C'est ce que Soro est en train de faire actuellement, maman. Ce qu'il fait là, il est en train de taper le bruit de l'eau au milieu de l'eau. Il ne sait pas nager en réalité. Très bientôt, vous n'allez plus entendre parler de Soro. Il va se calmer parce qu'il va se noyer. Donc, maman, sois tranquille. Il va se noyer, sois tranquille. Faut dire que ton fils t'a dit ça, ton petit t'a dit ça, il faut noter ça. Très bientôt, il va se noyer. C'est simple. C'est simple. Ok, donc d'accord, ok, comme vous me rassurez, c'est bien parce que... Sois rassuré, tranquille, d'autres. Il exagère un peu trop. Dors tranquille. Donc, c'est bien de me rassurer. Dors tranquille. Voilà, merci, c'est gentil. On est ensemble. Merci. On est ensemble. Allô? Alors, bonsoir, Yves. Oui? Comment tu vas, mon frère? Très bien. Bonsoir à tout le monde, bonsoir, chers frères et sœurs. Moi, c'est Kébé. Kébé. Ah, comment tu vas, grand frère Kébé? Comment tu vas? Ça va très bien. D'accord. C'est un plaisir pour nous. C'est un plaisir pour nous. C'est un plaisir pour nous de recevoir Kébé sur notre antenne. Hein. C'est un plaisir pour nous. Kébé, c'est pas n'importe qui. Kébé, c'est la crème de la crème. Kébé, c'est la crème de la crème. D'accord. Vraiment, félicitations à toi. Merci pour tout ce que tu fais. Et merci pour ton professionnalisme. J'apprécie vraiment ça. Et j'ai vu ton introduction, tu as vraiment parlé en sage, tu as parlé en connaisseur. Tu es très jeune, mais tu connais l'histoire de ton pays. C'est ça qui est le plus important. Ça. Donc, j'ai décidé de me prononcer aujourd'hui sur le cas Soro. Bédier, ce n'est pas quelque chose vraiment, je vais m'attarder sur ça. Je voulais parler pour Soro et pour rassurer un peu la grande sœur Chanelka. Pour dire que Soro, c'est quelqu'un qui va toujours mentir à la jeunesse ivoirienne. Mais comme je l'ai toujours dit, c'est d'eau directe. Soro est Blé Goudé et
autres, ce ne sont pas des exemples pour la jeunesse ivoirienne. Si tu aimes ton pays, parce qu'il faut remarquer sur la toile, faut vouloir sur les réseaux sociaux, les jeunes qui sont en train de parler toujours, ils sont supportés des petits. Je suis pro PDC, je suis pro Babou, je suis pro Blegoudé. Il faut remarquer toujours ces jeunes. Et la majorité, le jour où Béti est arrivé au pouvoir, ils avaient quel âge? Certains n'étaient même pas encore nés. Tu comprends? Donc aujourd'hui, il y a certains qui ont appris l'histoire. Comment? Dans les grains d'été, il y a certains qui ont appris des histoires dans les agouras, il y a d'autres, je ne sais pas. Donc il y a tout ce problème d'abord. Soro lui-même, lorsqu'il était là, en tant que rebelle, il a bien expliqué dans son livre, dans sa conclusion. Il dit, mon problème et mon ambition ne sont pas de transformer les forces nouvelles en partis politiques. Il dit qu'il est jeune. Le but de son combat n'est pas de s'installer dans le fauteuil présidentiel. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Sorokyo qui dit ça dans son livre. Pourquoi je suis devenu rebelle à la page 157. C'est lui-même qui dit ça. Il dit, j'ai pris les armes pour que mon pays retrouve son vrai visage. Paix, liberté, prospérité. Le compte à rebours a commencé. Je suis convaincu que le développement de l'Afrique passe par l'union des Africains. C'est dans même l'Union africaine encore, il est parti encore pour ces trucs par rapport, comme appelle son poste de trucs, poste de député panafricain à la francophonie. Donc, Soro, c'est quelqu'un, il faut connaître. Je te parle parce que je connais ce monsieur. Soro, il a créé une milice depuis qu'il était étudiant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est toujours là en train de tuer. Même pas tuer, mais lui, c'est la force qui l'intéresse. Soro est la première personne qui a créé une milice au niveau du campus. On appelait ça BB, le bataillon blindé. Avec les Damana Picasso, les Matisse, les consorts. Tu ne veux pas pour lui, lui va te régler. Donc, quelqu'un comme ça, depuis sa jeunesse, depuis son jeune âge, lui, c'est dans la guerre, dans les luttes, par l'absolument. Et c'est à un monsieur comme ça, on doit donner la Côte d'Ivoire. Soyons sérieux. Soro, ce n'est pas un absent. Donc, je veux rassurer Chapnel Kabouti que non, donc tranquille. Soro, il va parler. La seule chose que Soro veut, c'est pour que le pouvoir puisse l'arrêter. Mais nous, ce n'est pas notre objectif, ça. Vous êtes contents aujourd'hui, vous, chers frères et sœurs ivoiriens, tous ceux qui sont connectés. Vous êtes contents pour voir les infrastructures développées en Côte d'Ivoire. Vous êtes contents du président de la République pour dire que non, le pays avance. Donc, comme Soro lui-même, il a bien dit, c'était sa lutte, ça. Sa lutte, c'était ça pour que la Côte d'Ivoire puisse voir un nouveau visage. Et c'est ce nouveau visage qui est là. Donc, quand c'est comme ça, il n'y a pas de débat. On a vu Soro. Toi-même, tu viens d'être bien incapable. Tu dis que tu démissionnes en tant que président de l'Assemblée nationale. Bon, si on te donne le pouvoir, le fauteuil, que tu dis que ça ne t'intéresse pas, si tu es président, qu'est-ce qui prouve que demain tu ne peux pas rester dans une conférence ou bien un truc au sommet de l'ONU à New York ici, et puis tu vas dire, cher frère et sœur ivoirien, je ne retrouve plus en Côte d'Ivoire. C'est possible. Tu nous as déjà montré la preuve. On t'a donné seulement président de l'Assemblée nationale, tu as déjà fait ça. Donc, rassurez-vous, il n'y a rien. Soro, il n'a qu'à dire ce qu'il veut. Soro, il peut venir encore au pays pour poser sa candidature. Moi, c'est ce que moi je veux. Sérieusement, il pose sa candidature, on va battre ce monsieur, il n'y va même pas avoir 2%. Les gens qui sont derrière Soro, on ne devient pas président sur Facebook. On ne devient pas président sur les réseaux sociaux. Maintenant, on entend tout le monde parler parce que là, maintenant, il y a les nouveaux relais, tout ça. Autant de métiers, autant de pays, ça n'existait pas. L'Internet a commencé en Côte d'Ivoire dans les années 98. Donc, les Ivoiriens ne s'occupaient pas de ça. Et c'est maintenant, Soro, il a essayé de voir pour rentrer dans des plateformes pour dire que non, voilà, je vais payer certains gens, vous allez parler de moi, vous allez faire mes éloges. On a vu ça. Johnny Pacheco l'a parlé ce matin. Les Soro sont venus le voir pour qu'ils puissent faire la guerre de Soro, et comme ça, ils vont le payer. Donc, mon frère, je ne vais pas monopoliser la parole, j'ai beaucoup de choses à dire. Mais si je veux ajouter, je reviendrai encore. Et bon courage à toi, mon frère. Et du courage. Je sais que ce n'est pas facile avec ton boulot. Vraiment, ce n'est pas facile. Mais vraiment, je t'encourage. Et merci énormément pour ton professionnalisme. J'aime vraiment ça. C'est bien. Et les expressions sont très bien exprimées. Et je vous remercie. Et bonne fin de soirée à tout un chacun. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.
Merci, grand frère Kevin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, nous poursuivons toujours le débat. C'est dans les échanges de chacun, dans les appels de chacun, dans les interventions de chacun. Nous avons déjà un intervenant qui est en attente. Nous allons rappeler. Nous avons un message. Voilà, donc nous rappelons. Ce soir, nous avons du lourd. Hein. Nous avons du lourd sur le direct. Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, doyen. Oui, comment vas-tu? Très bien. Alors, ce soir, je voulais intervenir. Avant tout propos, je voulais d'abord te féliciter. Merci, pour la genèse que tu as faite au niveau du RHDP, n'est-ce pas là? J'étais dans cette salle quand il y avait cette proclamation, donc j'ai vu la naissance du RHDP. Effectivement, l'esprit, ce que tu as évoqué, c'était effectivement l'esprit du RHDP jusqu'aux élections. Et c'est pour ça que je te félicite d'avoir bien étayé cela. Ça correspond exactement à ce qui s'est passé. Mais mes propos seront basés sur justement la posture de ces deux personnages qui sont Bédier et Soro. Bon, je te dis cela parce que pour moi, ce sont des usurpateurs, n'est-ce pas, de part et d'autre. Ils ont usurpé des titres qui ne sont pas à la leur. Je commence par Bédier qui s'est fait passer pour l'héritier de Fouad-Boigny, alors que pour moi, il n'en est pas du tout l'héritier, n'est-ce pas? C'est une personne qui a par accident, sinon par concours de circonstances, a pu jouir de certains postes. Tu comprends? Et son parcours lui a permis, de manière occasionnelle, de manière circonstancielle, de pouvoir jouir de ces postes-là. Bon, voilà quelqu'un qui dans les années 77 avait été déclaré par Houphouët-Boigny comme le plus grand voleur de ses ministres qui ont foutu à plat son plan de développement sur le plan économique parce qu'il était ministre de l'économie. Et donc tous les projets que Houphouët-Boigny avait fait, n'est-ce pas, dans l'investissement des usines sucrières au niveau de Ferké, enfin du Nord et tout ça, en fait, pour développer le Nord, d'apporter du travail dans ce Nord, il y a une surfacturation sur son ministère. Ce qui est fâché au Houphouët et l'a renvoyé du gouvernement. Je dis bien l'a renvoyé, l'a chassé presque du gouvernement. Mais comme le président Houphouët-Boigny avait bon cœur, à la longue, l'a logé quelque part aux États-Unis où il avait occupé un poste dans une institution internationale. Ça, n'est-ce pas, en catimini, où il s'est présenté comme député, évidemment, pour pouvoir honorer le PDCI, c'est là où il rentre en politique, n'est-ce pas, pour être le président de l'Assemblée nationale. Ce que Dr Koul a dit, c'est vrai, c'est quelqu'un qui n'a jamais été un membre actif du PDCI. Son entrée politique au PDCI, c'est là. C'est pas quelqu'un qui a milité, il n'avait jamais été député auparavant, il n'avait rien fait. C'était quelqu'un qu'on a parachuté comme ça à des postes d'ambassadeur, de ministre et machin. Et son premier poste de militant, c'était quand il a été nommé député à Daouko, pour ne pas me le répéter, et après on l'a mis comme président de l'Assemblée nationale. C'est en cela que justement ce dernier en ayant eu ce poste, évidemment grâce à Philippe Yassé qui a fait une gourde, qui est arrivé au Houphouët-Boigny et qui a fait de telle sorte qu'on l'a sauté de là, et puis il a pu avoir, sinon il n'aurait jamais eu ce poste. Il n'aurait jamais eu ce poste. C'est parce que Philippe Yassé était parti. On a enlevé Philippe Yassé, n'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'il a pu bénéficier de ce poste-là. Oui, c'était encore un concours de circonstances, comme je le disais. Alors, c'est en cela que, comme constitutionnellement, il devait être celui qui, en cas de cas, devait remplacer le président de la République, a pu bénéficier de cette poste République. Mais ça ne faisait pas de lui, c'est là où l'usurpation a commencé, mais ça ne faisait pas de lui un héritier du PDC de Houphouët-Boigny. Pas du tout.
héritier, parce qu'un défaut constitutionnel qui lui octroyait le droit d'être président de la République, qu'effectivement, que c'était lui qui était l'héritier. C'est pas là l'héritage. L'héritage, c'est quelque chose qu'on octroie à quelqu'un. Et Houphouët-Boigny a fait un testament, chose qui est passée inaperçue devant certaines personnes. Il a fait un testament vocal. Il a adressé ce testament à la Côte d'Ivoire. Et ce testament a été adressé, a été fait au nom du président Alassane Ouattara. Je défie quiconque me dira le contraire. Il y a une vidéo preuve à l'appui. Où Houphouët-Boigny disait: je fais confiance, faites-lui confiance, et ce dernier vous amènera, développera le pays. Je ne me souviens pas des mots exacts, mais c'est exactement ça. Où le président de la République, pour la première fois, peuple ivoirien, une personne dont il avait confiance. Vous allez fouiller partout, depuis les années 60 jusqu'aux années où le père de la nation est décédé, vous n'allez jamais voir un endroit où il a eu à dire ouvertement à son peuple qu'il a dit ça, c'est le président Alassane Ouattara. Et il a recommandé à son peuple de faire confiance au président. Ça, l'acte testamentaire que Houphouët-Boigny a fait. Partant de ce fait, celui qu'on peut appeler héritier, c'est bien Alassane Ouattara et non Bédié. Il n'a jamais dit ça de Bédié. C'est pas parce que Bédié a été président du PDCI, il a été président de la République, qu'il est forcément héritier. Un héritier, c'est quelqu'un qui garde l'idéologie, la pensée. Il hérite de quelque chose, d'une idéologie. L'héritage de Houphouët-Boigny, c'est son idéologie, sa manière de concevoir le développement de son pays et de concevoir sa politique pour pouvoir apporter le peuple au bien-être. Et le seul cas, dans toute la politique, parce que la politique de Houphouët-Boigny était basée sur la nation. Ce n'était pas basé sur la xénophobie, ce n'était pas basé sur la division, c'était basé sur l'union. C'est pour cela qu'il a eu à crier, n'est-ce pas, en son temps, le parti PDCI, où à l'intérieur, les gens ont tendance à croire qu'un parti unique n'est pas un parti qui, en son sein, pouvait avoir une démocratie. Mais c'est faux. Nous étions démocrates dans le parti unique. La démocratie, c'est pas... C'était mal connaître ce que c'est que le PDCI. Le PDCI, c'était une école de la démocratie. Avant que Gbagbo n'existe, le PDCI, la démocratie existait. Je vous dis, ce n'est pas Gbagbo qui est le père de la démocratie en Côte d'Ivoire, c'est Houphouët-Boigny qui est le père de la démocratie. Bon, je ne vais pas rentrer rapidement après, mais seulement je voulais dire que vous comprenez. Donc c'est en cela qu'Houphouët-Boigny a fait ce testament vocal où il a eu à dresser. Nous devons suivre. Et il est parti plus loin en disant c'est ce dernier qui amènera le pays au développement. C'est pour dire combien de fois il a confié le destin de la Côte d'autres. À personne d'autre. Ce n'est pas à Bédié. Il n'a jamais dit ça de Bédié. Et Bédié, quand il a pris les rênes du pouvoir, quand il a pris, il a fait le contraire d'Houphouët-Boigny. Où Houphouët-Boigny unit les gens, lui il divise les gens. Il a divisé le peuple avec son esprit ivoiritaire. C'est créer des xénophobies. Alors, ce n'est pas l'esprit de Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny n'a jamais séparé les gens. Il a toujours uni son peuple. Derrière une seule idée, la paix. Houphouët-Boigny, lui, c'est pas la paix, c'est la division et la guerre. C'est la haine. Donc, en quoi il est l'héritier d'Houphouët-Boigny? En quoi il est? Il n'est rien du tout. Alors que là où Bédié, lui, il prend de la guerre, Alassane Ouattara, lui, il prend de la paix. Là où lui, il prend de l'union, Alassane Ouattara prend la division, Alassane Ouattara prend l'union. Et il prend la nation. Où les autres parlent d'ethnie, où Alassane Ouattara parle des nations. C'est-à-dire que tu sois Baoulé, que tu sois Bé.
tu es d'abord ivoirien avant de métier, avant de machin. Voilà l'idée du Houphouët-Boigny. En aucune manière, Bédié n'a eu à le faire. Tout ce qui s'est fait, c'est de parler des orpailleurs, c'est de parler de ceci, de parler des étrangers. Mais tiens, c'est les étrangers qui ont fait la Côte d'Ivoire. Houphouët-Boigny connaissait la valeur des étrangers. Et quand on a une nationalité ivoirienne, on n'est plus étranger. Comme disait encore, j'écoutais bien Dr Koulibaly, il a parlé du RDA. Oui, le RDA, c'est un parti démocratique et panafricaniste. Et quand on dit qu'on est PDCI RDA, on se doit l'obligation et non de détruire, de vomir ses autres frères africains. En ce moment, tous ceux qui ont eu à ironiser effectivement le parti ont bien fait de dire que ce n'est pas PDCI RDA, mais c'est PDCI Daoukro, parce que ça n'a aucune connotation avec le PDCI RDA de Houphouët-Boigny que nous avons connu. Parce que le PDCI RDA de Houphouët-Boigny respectait ce que c'était que l'étranger. Mais lui, il ne respecte rien. En quoi il est l'héritier de Houphouët-Boigny? C'est en cela que je dis qu'il a usurpé ce titre. Et le vrai héritier, c'est Houphouët-Boigny. C'est Alassane Ouattara. Et le président Alassane Ouattara joue à la perfection. Je dis à la perfection. Il joue bien et il démontre bien l'idéologie de Houphouët-Boigny dans sa politique. Vous voyez, le RHDP, c'est l'unification de tous les partis, comme l'avait fait Houphouët-Boigny en son temps quand il a créé le PDCI. Le PDCI était un parti unifié avant d'être un parti unique. Il a unifié des partis. Et en son sein, il y a une décision démocratique qui se prend. Ce n'est pas des dictats. On n'impose rien, mais tout se prend de manière démocratique au sein du RHDP. Et c'est ce que le président Alassane Ouattara, le président Houphouët-Boigny faisait. Et on parlait plus de nation. Et de son vivant, le président Houphouët-Boigny disait que la Côte d'Ivoire, en son temps, quand il ne voulait pas mettre le multipartisme, qui était pourtant inscrit dans la constitution de la Côte d'Ivoire dans les années 60, n'est-ce pas? Qui était pourtant, il a dit, la maturité politique des Ivoiriens ne permettait pas de créer un parti multipartiste. Pour cela, il fallait que l'Africain, l'Ivoirien, puisse apprendre à connaître ce que c'est que la politique, la démocratie, du multipartisme. Le multipartisme, ce n'est pas un métier, ce n'est pas Gbagbo qui l'a mené. Il était inscrit depuis les années 60 dans la Constitution. Mais comme nous n'avions pas cette maturité politique, au fond, on disait que si nous commençons à créer un multipartisme, on allait avoir des partis ethniques. On allait avoir des... Donc ça risque de devenir une cacophonie. Mais Houphouët-Boigny, c'est un grand visionnaire. Et ce qu'il a dit dans les années 60, 80, c'est ce qui s'est produit en 2000. Cette interview, il avait fait à une dame qui avait venu l'interviewer à Yamoussoukro. Il a dit, je ne refuse pas le multipartisme. Mais voilà les conséquences. Donc, avec une nation, réfléchissons d'abord ivoirien avant de réfléchir Côte d'Ivoire, avant de réfléchir ethnique. Alors, quand on voit des métiers qui sont plutôt en train de parler de division, de diviser les gens, et qui sont en train de mettre, tiens, ce gars. Excusez, je pense qu'il y a un petit souci des réseaux. Je pense que ça va s'arranger. Petit souci de connexion, ça va pas. Le doyen va poursuivre son intervention. Et il va conclure. Mais déjà, on peut déjà saluer. Allô? Oui, doyen, vas-y. Oui, allez-y, doyen, allez-y. Allô? Oui, allez-y, doyen. Oui. Alors donc, la Côte d'Ivoire d'ici 2000, je dirais, dans un temps très proche, d'ici 2030, mais
petit souci des réseaux. Petit souci des réseaux. Je pense que c'est ça aussi les aléas directs. C'est ça aussi les aléas directs, il faut le faire avec. Mais doyen est parti. Doyen est parti, ça va faire sa conclusion. On pense qu'il reviendra pour sa conclusion. Mais déjà, nous pouvons déjà... nous avons compris les grandes lignes. Nous avons compris les grandes lignes. Et je me dis, il y a une pensée qui m'est venue tout à l'heure. Je me dis, mais quand... Est-ce que quelque part nous ne sommes pas aussi nous en tant qu'Ivoiriens, ne sommes pas aussi quelque part responsables? Je dirais pas coupables. Je ne dirais pas dire que nous sommes coupables, mais est-ce que nous ne sommes pas quelque part responsables d'aujourd'hui de ce que nous sommes en train de vivre là, par ces Ivoiriens, par ces opposants ivoiriens, que dis-je? Ces opposés ivoiriens, des gens qui ont décidé à s'opposer à tout. Même si on voit que c'est bon, même si on voit que le gars il travaille, même si on voit que c'est la vérité, les gens ils s'opposent pour s'opposer. Finalement, pourquoi utiliser le terme opposant s'ils ne font que s'opposer? Il ferait mieux de les appeler les opposés, comme le dit mon doyen. Les appeler les opposés, comme ça ils sont dans les logiques. Ils sont dans les cadres. Ce que je veux dire, est-ce que quelque part, chacun d'entre nous, est-ce que quelque part, chaque Ivoirien, est-ce que quelque part, chacun d'entre nous n'a pas contribué à créer ces démons-là de la politique ivoirienne que nous avons aujourd'hui, qui gangrènent, ces démons-là qui pullulent, ces démons-là qui, je vais dire, mettre aujourd'hui notre pays à un certain niveau en mal, qui sont aujourd'hui devenus des problèmes, on peut dire des os dans notre gorge. On a contribué quelque part, n'est-ce pas? Quand Henri Konan Bédié, quand on appelle le président Félix Houphouët-Boigny, père de la nation, décide de faire venir d'abord même nous sommes en Afrique, nous sommes en Afrique. L'Afrique, c'est différent de l'Europe, c'est différent de l'Amérique, c'est différent des États-Unis. En Afrique, nous avons nos valeurs. En Afrique, nous avons nos réalités. En Afrique, nous avons nos coutumes. Ce qu'on remarque, une personne âgée en Afrique, lorsqu'elle sent qu'elle va vers ses derniers jours, elle commence à prendre des dispositions par rapport à ces personnes qui vont diriger la famille après lui. On sent déjà la mort approcher. On sent la fatigue approcher. Oui, Chanelka. Oui, vas-y. Je veux féliciter doyen. Ce qu'il a dit sur Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation, c'est le DVD. Oui. C'est exactement vrai. Va un peu plus fort, voilà. À l'époque, le président Ouattara était jeune au FMI. Quand il a fait venir en 90 en Côte d'Ivoire, il avait dit, je précise bien les termes qu'il avait dit, ce jeune homme, vous lui ferez confiance un jour. Et quand si vous parcourez toutes les photos où il y avait Houphouët, le président Alassane Ouattara et tous les faux logos, tout ça, et Bédié qui se cachait derrière, vous verrez bien que le président Ouattara, qui n'était pas encore président, était plus proche de Houphouët. C'est à lui qu'Houphouët parlait à l'oreille, et Bédié était de l'autre côté, il boudait. Donc tout ça, faire comprendre aux Ivoiriens que le choix, parce que nous quand on dit Houphouët il a déconné, il aurait pu mettre quelqu'un avant. Non, Houphouët avait déjà choisi le président Alassane Ouattara. Et c'est pour ça qu'ils ont essayé de faire un lavage de cerveau aux Ivoiriens, et Bédié a créé son histoire de ivoirité. Le FPI aussi ont créé pour eux tout ça, parce que eux, en tant que politiciens, ils savaient très bien que le choix était fait pour la stabilité de la Côte d'Ivoire, c'était le président Alassane Ouattara. Donc je voulais terminer pour dire que je confirme ce que doyen a, parce que chaque jour, je regarde le DVD et j'ai les larmes qui coulent. Merci. Merci. Ok. Je voulais continuer tout en disant merci, en félicitant Chanelka pour son intervention. Voilà, tout en félicitant Chanelka pour son truc. Je vais tout à l'heure rappeler doyen, ça sera le mot de fin, parce que quand je vais appeler doyen, quand il va donner la conclusion, nous allons mettre fin au débat de ce soir.
parce que nous avons un timing, nous avons un temps, on n'a plus l'habitude de savoir s'équiter pour pouvoir mieux se retrouver, n'est-ce pas? Excusez-moi. Oui, allô? Oui. Oui, on n'a pas fini. Je pensais que tu voulais intervenir par rapport au débat. Oh là là, excuse-moi. Ok, donc à tout à l'heure. Voilà, donc, comme je le disais, j'ai dit que quelque part, nous sommes quelque part, il est 22h50, à 23h, heure d'Abidjan ici, nous allons arrêter le direct et nous nous retrouvons demain. Demain, nous allons faire un peu plus tôt parce que nous savons que lundi, il y a boulot, lundi, il y a travail, nous allons faire plus tôt. Donc, tout à l'heure, je vais appeler le doyen et c'est lui qui va conclure l'émission. C'est lui qui va donner le dernier mot et nous allons terminer l'émission. Mais ce que je voulais dire, j'ai dit que nous sommes quelque part pas responsables et pas coupables. Mais nous sommes aussi aujourd'hui responsables de ce qui arrive aussi à la Côte d'Ivoire. Quand des hommes et des femmes, témoins de l'histoire, des faits et des choses, vous savez très bien que celui en qui le père de la nation a mis sa confiance était Alassane Ouattara. Et c'est pour cela qu'il a fait revenir dans ces derniers jours, pendant que ça n'allait pas. Mais des hommes, l'armée, des décideurs, des douaniers de la politique ivoirienne à l'époque qui étaient près du père, savaient cette décision-là, mais n'ont rien dit. Et ils n'ont rien dit. Et ils ont accepté qu'un aventurier, je dis bien, je pèse bien mes mots, un aventurier et un héritier est quelque chose de... Parce que, vous savez, on peut posséder les millions et posséder les milliards de dollars de son père en main et puis ne pas soi-même être milliardaire en dollars. Je passe sous le contrôle des doyens, des grandes personnes ici qui sont en ligne. C'est bien, mais on peut posséder même des milliards de dollars, des millions de dollars dans un compte bancaire bien garni, à notre nom, à notre guise. Mais ne pas nous-mêmes être milliardaires en dollars. C'est paradoxal, c'est bizarre, mais c'est comme ça la vie. Le simple fait d'avoir des milliards dans son compte bancaire ne fait pas de vous automatiquement un milliardaire. Posséder des milliards, être milliardaire, il y a nuance et il y a différence. Posséder des milliards en compte, ça c'est l'argent que vous avez sur votre compte bancaire. Mais être milliardaire, ça c'est le comportement que vous avez. C'est la vie que vous avez. C'est les actes que vous posez. C'est les paroles que vous sortez. Et c'est l'investissement que vous faites de ces milliards-là qui fait de vous un milliardaire. Posséder des milliards n'est pas forcément. Donc, être héritier constitutionnel de Henri Konan de Boufoué ne faisait pas de toi automatiquement celui-là qui devait prendre le pays juste après lui. Et c'est dans ces conneries de ces constitutions qu'on est en train de rentrer encore aujourd'hui. Hein. Mais contrairement aux autres qui se sont laissés faire, nous là, on ne va pas se laisser faire. On n'est pas dans ces histoires de constitution de quoi que ce soit. On ne va pas se laisser faire. On ne va pas se laisser faire. Non. Et donc, c'est un peu ça. C'est par accident. On a été coupable. On a été responsable quelque part. On a laissé la vérité. Ce qu'on fait a dit. On a laissé Bédi se foutre de nous en 3 ans. Il a foutu le pays en l'air. Ça, c'est passé. On est toujours dans cette logique-là pour dire on est aussi coupable quelque part. Et ça, je vais vous dire. On est aussi coupable quelque part. Quand on accepte que quelqu'un qui n'a jamais travaillé de ses 10 doigts, quelqu'un qui n'a aucune entreprise, qui n'a rien fait de ses 10 doigts, devienne ministre dans l'état de Côte d'Ivoire, quelles que soient les circonstances. Et ça, c'est Laurent Gbagbo que j'accuse. Parce qu'il voulait préserver son pouvoir. Il voulait toujours être président de la République. Il voulait toujours marcher sur tapis rouge. Donc, peu importe ce qui va se passer, l'essentiel, c'est ça. Quand on a accepté que Soro soit ministre d'État, aujourd'hui, quand vous remarquez dans le gouvernement d'Alassane, il n'y a pas de ministre d'État. C'est-à-dire, quand vous regardez le gouvernement du président de la République, son excellence Alassane Ouattara, que je respecte, un grand, vous regardez l'organigramme du gouvernement, il y a combien de ministres d'État? Quand on va arrêter, il fait son soi-disant arrestation dans les étoiles, dans les hôtels de Barcelone, et qui dit devant les caméras du monde, oh, je ne permets pas ça. J'ai occupé des hautes responsabilités dans mon pays, donc je ne permets pas ça. Ça me fait mal quand j'entends il dit ça. Mais il a raison. Est-ce qu'il n'a pas occupé des hautes responsabilités? Ministre d'État. Ministre d'État. Premier ministre. C'est-à-dire le premier des ministres. On était là. Tout ça, les Ivoiriens étaient là. Le monde entier était là. On n'a rien dit. On a accepté. Le premier des ministres. Et quelqu'un même allait plus loin pour dire c'est le meilleur des premiers ministres.
c'est le meilleur des premiers ministres. Comme si le fait d'être premier ministre pour nous narguer ne suffisait pas. On dit c'est le meilleur. Mais il a su profiter d'une situation. Laurent Gbagbo est un incompétent notoire. Qui n'a pas pu avoir la stratégie, qui n'a pas avoir le charisme de protéger les Ivoiriens, de protéger le territoire. Il était obligé de négocier. Il était obligé de partager le territoire, de partager son pouvoir. Donc il peut l'appeler le meilleur premier ministre, pourvu que lui soit toujours président de la République. Ça, c'est un autre débat qu'on va revenir. Quand il a été premier ministre, quand on fait de lui président de l'Assemblée nationale à moins de 40 ans, quand Soro devenait président de l'Assemblée nationale du Côte d'Ivoire, il n'avait pas 40 ans. Si on appelle le procureur de la République en ligne, il n'a qu'à dire petit, demain je te prends, je te fous là-bas, parce que tu es en train de dire que je ne suis pas en train de dire quelque chose, j'assume ce que j'ai dit. Quand il devenait président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, allons-y, à l'époque où il était président de la Côte d'Ivoire, on a fait des arrangements. On a fait des arrangements pour faire plaisir à Soro, pour arranger Soro et ses amis, pour arranger Soro et sa clique. Donc il est habitué à ça. À chaque fois qu'il veut quelque chose, il nous fait du chantage. Quand on a décidé de ne plus le prendre comme le nouveau président de l'Assemblée nationale à l'époque, après le deuxième truc, quand il a su qu'on voulait le sauter de l'Assemblée nationale, il a appelé à Boaké, les éléments se sont levés là-bas, ils ont commencé à tirer partout dans le pays. On lui a redonné encore à l'Assemblée nationale. Mais c'est légitime. Ce que je dis là, c'est légitime que le monsieur, ayant tout obtenu par le chantage, par la force, par la roubladise, s'est dit, mais écoutez, si j'ai toujours avancé comme ça, si ça m'a toujours réussi comme ça, alors pourquoi ne pas tenter l'assaut final? L'assaut final, c'est de dire maintenant que je vais être président de la République du Côte d'Ivoire. Et comme ça a toujours réussi, comme ça a toujours marché, mais dis donc, ils vont encore se plier. Parce qu'ils savent que j'ai des armes, ils savent que j'ai des hommes, ils savent que j'ai la méthode. Et aujourd'hui, parce que quand Doyen finit de parler, là, le direct c'est fini. Hein. Ça, je vous le dis en même temps. Quand je l'appelle tout à l'heure, il finit, je ne parle plus. C'est ma conclusion de mon direct. Je veux que Doyen termine mon direct. Aujourd'hui, Soro est dans une autre logique. Mais une logique différente de celle de Bédié. Mais c'est à peu près les mêmes choses. Soro a voulu faire un coup d'État. Ce qu'il maîtrise le mieux. Il voit que ceux-là, on ne peut pas les faire comme... Non, eux là, ils sont trop yérés. Wallah et Billah qui sont yérés. On ne peut pas les faire coup d'État. Il a essayé plusieurs fois, il n'a pas pu. Il va chercher une rébellion. C'est-à-dire, mettre la division dans l'armée. Il a essayé, ça n'a pas pris. Il dit, bon, on va tout faire pour retourner l'opinion nationale contre l'international, contre lui. Il essaye, ça ne va pas. Quand il fait sur Facebook, nous aussi on frappe. Les Black Samouraï frappent, Zasso frappe, Gouza frappe, Pacheco frappe, Ladi frappe. Il dit bon, déjà on va commencer à préparer la conscience des gens par rapport à une concertation, une contestation des élections, des résultats des élections. On va chercher à faire un soulèvement populaire. On va tout faire pour qu'il y ait un soulèvement populaire. On va contester les résultats des élections. On va dire, on passe pour le pouvoir. Alors si on ne peut pas le prendre par les armes, alors on va le prendre par la communication. Aujourd'hui, Soro se dit, il va prendre le pouvoir par la communication, une communication qui manipule la conscience des Ivoiriens, qui manipule la conscience de l'opinion nationale comme internationale, qui manipule la conscience des gens qui ne forcément sont pas, je veux dire, ils ne savent pas la réalité de la situation réelle en Côte d'Ivoire. Et donc, il est dans une logique. Ce n'est pas une communication bien orchestrée, très bien orchestré. Quand vous regardez, c'est bien orchestré. La communication de Soro, vous pouvez me dire que c'est tout sauf nul. Tout sauf nul. Ah ben oui, quand on parle là, il faut reconnaître les choses. C'est par rapport à ça que nous aussi, on arrive aujourd'hui à frapper selon l'adversité. Il a une communication bien organisée, où tout est uni, tout est préparé. Ils savent qu'ils sont dans le mensonge. Ils savent qu'ils sont dans la manipulation. Et puis ils manipulent, ils préparent les consciences. La seule chose que Soro souhaite aujourd'hui, qui va permettre à son plan de marcher et de fonctionner à 100%, c'est un soulèvement populaire avec à sa tête Soro Kibafori Guillaume. Un soulèvement populaire avec à sa tête Soro Kibafori Guillaume pour dire « Je vous avais dit. Je vous avais dit. » Vous avez une fois vu Soro critiquer le programme de son excellence Alassane Ouattara. Il dit pour dire il n'a rien fait. Il le dit mais il ne va pas au fond. Il dit je n'ai pas de problème avec Alassane. Ceux qui se cachent derrière Alassane pour me suicider, la quitter là. Aujourd'hui c'est Soro qui a dit que le président ne fait rien.
le pouvoir là, on ne peut pas manger, c'est la dictature, c'est ceci, c'est là. Mais tout ça, c'est psychologique. Aujourd'hui, c'est le mental des Ivoiriens qu'on travaille. C'est le mental de la communauté nationale comme internationale qu'on travaille. Aujourd'hui, c'est le mental de nos parents au village, ceux qui ne connaissent pas, c'est ça on travaille pour atteindre un objectif parce qu'au niveau des âmes, il ne peut plus rien faire. Il ne peut plus rien faire. Au niveau de quoi que ce soit, il ne peut plus rien faire. Mais ce qu'il peut faire, c'est pas les âmes et c'est pas la communication, une communication mensongère, une communication qui prépare les consciences à un soulèvement populaire. Mais le soulèvement populaire là, ça arrive une fois tous les 15 ans ou bien tous les 20 ans. Et ça a des raisons bien précises. Encore une fois là, le contexte n'est même pas favorable. Tu vas faire du cas, tu vas taper pour tout. C'est pourquoi déjà au préalable, ils ont commencé à contester déjà la CEI. C'est un plan, vous voyez, déjà, avant même les élections, ils contestent. C'est pour contester les résultats plus tard. Et puis, chercher un soulèvement populaire. Je vais m'arrêter là. Je vais lancer l'appel de mon direct et de doyen. Et doyen va conclure le direct. Mais avant de lancer l'appel au doyen pour qu'il conclue le direct, je voulais ici m'incliner. Je viens de voir la grande sœur Georgette qui a partagé tout à l'heure une information. Nous sommes tous des cyberactivistes. Nous sommes tous des réseaux sociaux. Nous sommes soudés. C'est toute une famille. Mon frère et ami Séni Krangba, que je connais très bien, avec qui j'ai des excellentes relations, vient de perdre son père. C'est ce que je viens d'apprendre tout à l'heure dans le direct. Et je pense que depuis ce rôle de ce direct-là, nous voulons apporter toutes nos condoléances au frère Séni Krangba et lui dire qu'on est avec lui, on sera toujours avec lui dans ces moments difficiles-là. On va tout faire pour être auprès de lui pendant les obsèques, pendant tout ce qui va se passer, pour lui dire que c'est une famille et qu'après au RHDP, nous formons toute une famille et c'est dans le bon. Et c'est ça la Côte d'Ivoire. C'est ce que le président de la République, sur le Sénat Ouattara, est en train de le conduire. Nous allons appeler Doyen et Doyen va conclure le direct et nous allons nous séparer et nous allons retrouver demain. Mais nous serons là un peu plus tôt puisque lundi nous travaillons. Donc nous laissons Doyen à conclure le direct, fermer la porte et puis on va se dire au revoir. Oui, allô Doyen. Oui. Oui, et vous n'avez pas eu l'opportunité de conclure le direct et tout le monde souhaite, à la demande générale, on souhaite que vous puissiez conclure le direct. Vous puissiez fermer la porte. Mais c'est tout à mon honneur. Mais merci beaucoup. Et donc j'étais sur une lancée de médias où je disais qu'il y avait des usurpateurs. Mais remarquez que ces deux-là ont presque le même destin, n'est-ce pas? Ont presque le même destin. J'expliquerai pourquoi ils ont presque le même destin. C'est pour cela qu'on dit qu'ils s'assemblent, se ressemblent pour quelque part. Bon. Et que il ne prône pas la politique pour votre métier. Il n'est pas un fouettier sur le métier. C'est un médiéiste qui a une logique, une idéologie qui est très différente de l'idéologie Moufouette. Et le seul héritier et la seule personnalité qui prône la politique Moufouette, c'est Alassane Ouattara. Je défie quiconque me dira le contraire. Moi, je dis point par point, je défie quiconque. S'il y a un auditeur qui est là, qui veut me le démontrer, qui vient de débattre avec moi pour que je puisse le lui dire. Ça, c'est un défi que je lance. Ensuite, je voulais aussi dire, c'est pas parce que je suis trop sûr de moi, mais c'est parce que j'en sais quelque chose. Voilà pourquoi je le dis. Ça fait une nuance là. Ok? Et j'étais dans ma lancée pour dire que 2030, n'est-ce pas? Il n'y aura plus d'ethnie. La Côte d'Ivoire sera un pays métissé. Vous voyez, faites un peu la genèse des différents peuples, des différentes familles, même, vous allez voir. Dans une seule famille en Côte d'Ivoire, il y a 3 ou 4 ou 5 ou 10 ethnies qui sont réunies. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dans une famille en Côte d'Ivoire, quand on prend une famille où il y a 5 enfants, suppose qu'il y ait, comment dirais-je, de 6 enfants. Suppose que chacun de ces enfants marie des Ivoiriens ou des Ivoiriens, mais d'ethnies différentes. Des Agnis, des Baoulés, des Djoula et tout. Qui vont mettre des enfants qui seront hybrides. Et donc, eux, à leur tour, vont aller épouser. Donc, le grand-père va se retrouver avec des enfants Agnis, des enfants Baoulés, des enfants Djoula, des enfants Yakouba, des enfants Guéré. Le grand-père. Y compris les petits-enfants qui vont être d'autres ethnies, de ce fait. Et nous serons appelés à être des métis en Côte d'Ivoire.
d'Ivoire appartenant aux métis. C'est pour cela que Houphouët-Boigny a toujours prôné la nation. Parce qu'on ne parlera plus d'ethnie. On ne parlera plus d'ethnie. Parce que nous serons tellement métissés dans une seule famille, il y aura plus de 10 ethnies. Qu'est-ce que vous ferez? Vous n'avez pas rejeté les autres. Ce sont tous les enfants d'une même famille, qui ont le même grand-père, le même arrière-grand-père, mais qui sont d'ethnies différentes. Mais pourtant, ils ont la même racine. On parlera de racine. Notre racine, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la nation. Et c'est ce que le père, le fondateur, a vu. Il a dit, soyons une nation. Tant qu'on ne met pas cet esprit des nations en tête, nous ne comprendrons pas ce que c'est que la Côte d'Ivoire. Et c'est ça le président Alassane, c'est ce que le président Alassane Ouattara a compris. C'est la deuxième personnalité politique de Côte d'Ivoire qui a compris ça. C'est pour ça que j'ai dit l'héritier, non seulement testamentaire, mais politique et visionnaire de la Côte d'Ivoire et de Houphouët-Boigny, c'est Alassane Ouattara. Voilà, je voudrais conclure sur ça pour démontrer encore une fois que l'autre était un usurpateur. Le deuxième usurpateur, c'est Guillaume. Ok? Permets-moi de l'appeler Guillaume parce qu'il ne mérite même pas son honneur d'être appelé monsieur ou je ne sais pas quoi. C'est Guillaume. Et d'ailleurs, c'est un fiston pour moi. Je peux le mettre au monde là. Donc pour moi, c'est Guillaume. Ok? Alors, donc, je disais cela parce que cet enfant, à voir, c'est pas lui le père de la rébellion. C'est pas lui le créateur de la rébellion. C'est Ibé. Le pauvre Ibé qui a eu sa rébellion, qui est venu se battre, effectivement, à cause de l'ostracisme qu'il y a eu, que son peuple a. Cette cause, mais Soro Guillaume l'a transformé, l'a travesti à autre combat qui n'a rien à voir avec celui comment on appelle, d'Ibé. Et il est venu avec un autre esprit, n'est-ce pas, de pouvoir, n'est-ce pas, s'approprier de tous les biens et de piller d'État. Le combat de Soro Guillaume n'est pas le combat d'Ibé. Nuance. Il s'est fait passer pour le chef de la rébellion parce que, voilà, c'est Bédier qui a nommé Soro Guillaume Amakoussi chef de la rébellion pour pouvoir unifier les trois parties de la rébellion, les trois mouvements de la rébellion. En cela, il fallait une personne pour pouvoir le diriger. Et c'est comme ça que Soro est devenu chef. Sinon, il n'était pas l'instigateur de la rébellion. Il n'était qu'un petit porte-parole que Ibé a appelé comme un gamin pour pouvoir répondre aux journalistes. C'est Ibé qui l'a dit, c'est pas moi. Représenté Ibé devant les discussions avec Bago. Et c'est comme ça qu'il a commencé à avoir des titres, à aller discuter de pays à pays, comme on appelle Accra 1, Accra 2 et machin, jusqu'à Marcoussi. Et c'est à Marcoussi qu'il a pris un grade. Donc c'est pour dire que quand il dit qu'il est le père de la rébellion, je dis c'est une usurpation. Une usurpation. Il n'en est rien du tout quand il justifie le combat de la rébellion pour pouvoir justifier. Mais c'est faux, ça n'a rien à voir. La rébellion d'Ibé n'a rien à voir. Soro s'est enrichi par rapport. Elle était venue défendre. C'est un voleur, c'est un menteur. Et quand je dis que, vraiment, il y a tellement de choses à dire chez Guillaume que si on se met à parler, on risque de prendre encore plus de temps. Et quand je dis que ces deux-là ont presque le même point commun, c'est parce que Soro Guillaume, sa vie politique a commencé comment? Quand il est rentré au gouvernement en tant que ministre, Bédier est rentré en tant que ministre. Il est devenu président de l'Assemblée nationale. Guillaume aussi est devenu président de l'Assemblée nationale. Mais Bédier est devenu président. Guillaume aujourd'hui veut devenir président. Voilà le même parcours, presque le même parcours qu'il veut suivre. C'est pour ça que je dis qu'ils disent ensemble sur ensemble. Vous comprenez? J'ai pas peur. Ok? Alors, je ne vais pas trop m'étaler. Si je commence, on risque de ne pas terminer alors que tu en as fait de ton émission. C'était vraiment un focus que je voulais faire. Mais on pouvait en dire plus, mais je me contente de ça pour. Il faudrait que les Ivoiriens puissent comprendre que Alassane Ouattara, je dis Alassane Ouattara, il est en fin. Bédier en fin de vie. Il veut mourir au pouvoir. C'est pour son ego qu'il veut venir au pouvoir et pas de vengeance. Non, ce n'est pas une question de vengeance. Il va se venger contre lui. Il peut se venger contre lui.
Voilà quelqu'un à qui on a donné le pouvoir parce qu'il était un dauphin constitutionnel, qui n'a rien fait de ce pouvoir pendant 6 ans. Hein? Je dis bien 6 ans, c'est la 6e année en 99 qu'il voulait faire le 3e pont. La seule chose qu'il a fait, n'est-ce pas, de ces 6 ans ou 7 ans de règne, il a seulement fait le truc d'Azito. À part ça, il n'a rien fait. Mais le président Alassane Ouattara nous a montré qu'en 6 mois, en 1 an, on peut réaliser des choses. Et on n'attend pas 6 mois pour faire une réalisation, parce qu'avant d'être président, il savait qu'il était le dauphin constitutionnel. Il aurait pu déjà préparer quand je serai président, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je fais. C'est ce que le président Alassane Ouattara est venu. On l'a surnommé Magellan parce qu'il savait où aller chercher l'argent. Il savait qu'il devait aller chercher l'argent et que les caisses seraient vides, mais il fallait renflouer les caisses afin de pouvoir travailler. Et en moins d'1 an, il avait commencé à faire des réalisations. Voilà ce qu'on appelle un président. Voilà pourquoi Houphouët-Boigny a dit faites-lui confiance. Houphouët-Boigny, c'est un visionnaire. Quand il dit quelque chose, effectivement, ça se fait. Et vous avez remarqué le président Alassane Ouattara, quand il dit quelque chose, ça se réalise. Et la même phrase qu'Houphouët-Boigny a dit, le mot confiance était dans la bouche de Houphouët-Boigny. Et le président Alassane Ouattara aussi prononce ce même mot. Mais Dieu n'a jamais dit faites-moi confiance. Seul Alassane Ouattara qui dit faites-moi confiance. Et quand Alassane Ouattara dit, il le fait. Alors, vous voyez, les mots ont leur sens. Hein? Et puis essayez de voir ce que je suis en train de dire. Il y a une similitude dans le président Alassane et le président Houphouët-Boigny. Pour dire combien de fois c'est son héritier destin. Même son héritier spirituel, si vous ne pas trop exagérer. Voilà, c'est sur ça que je vais m'arrêter. Merci beaucoup, Doyen. Merci beaucoup. Je vous dis bonsoir. Merci beaucoup. Alors, chers auditeurs, chers internautes, je pense que le débat, si on veut parler de Bédié et de Soro, de la vie politique en Côte d'Ivoire, on va passer 3 heures de temps. Donc voilà, on a décidé maintenant de passer à l'essentiel. On a décidé de relever le niveau des débats. On a décidé de changer de grille, de changer de programme sur ma page. Et c'est un peu ça. Voilà, c'est un peu ça. Je pense que ce n'est que le début, ce n'est que le commencement. C'est toute une stratégie de communication pour contrecarrer aussi, voilà, la stratégie de communication de l'opposition et des opposés ivoiriens. Voilà, nous travaillons pour le RHDP, nous travaillons pour la stabilité en Côte d'Ivoire, nous travaillons pour la paix et nous travaillons selon les attaques, selon les saisons et selon la stratégie. Nous rentrons en fonction de l'ouverture. Nous rentrons en fonction de l'ouverture. Nous répliquons à la dimension de la frappe et nous prévenons les choses. Donc, certaines situations, vous pouvez comprendre, et c'est ainsi. Merci à tous les intervenants, à tous ceux qui interviennent sur le direct. Nous voulons vous fidéliser à la chose. Parce que ce combat que nous avons commencé, nous allons le poursuivre jusqu'à la victoire du RHDP au soir d'octobre 2020. Après cette victoire du RHDP au soir d'octobre 2020, nous allons encore changer nos autres stratégies pour voir comment est-ce que pérenniser certains acquis et ainsi de suite pour pouvoir avancer. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui étaient avec nous. Demain, nous serons là. Mais cette fois-ci, vous allez l'annonce plus tôt dans la journée. C'est un peu plus tôt, puisque lundi nous partons au boulot, lundi nous sommes au travail, pour encore débattre, pour encore poursuivre, pour encore boucler et pour encore gérer, parce que 2020 en réalité c'est boucler, c'est gérer et puis il n'y a rien à dire. Bonsoir à tous, on est ensemble et puis bon, je vous aime très fort, n'oubliez pas ça, c'est très important. On est ensemble. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.